Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le TDAH et travail, comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, nous accueillons donc Madame Christine Gétin et Monsieur Daniel Cagliaroli, donc de l'association Hyper Super TDAH France, et également donc Madame Deloup Sabine pour le Cap Emploi 67-68. Et pour la partie AST, donc nous avons le docteur Mélodie Berthaumieux ainsi que le docteur Michel Weber. Donc nous attendons à peu près 300 personnes sur ce webinaire qui va commencer d'ici quelques minutes. Vous pourrez retrouver donc le replay du webinaire à l'issue et la présentation sera prochainement mise en ligne sur le site web donc d'AST 67. Et nos confrères également pourront vous partager la documentation aussi également via leurs réseaux sociaux ou site web. Pour la partie questions, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le petit onglet en bas à droite. Et pour toutes les remarques ou problèmes techniques, n'hésitez pas à mettre tout donc dans le chat directement. Si vous rencontrez des problèmes techniques au niveau de votre connexion, je vous invite à vous connecter donc sur Mozilla Firefox ou Google Chrome. Je serai là aussi dans le back-office pour régler vos petits problèmes techniques. Donc le webinaire va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Et voilà. Oui, du coup, Madame Lévy, donc vous aurez bien la documentation à l'issue. Il y aura la présentation qui sera téléchargeable en PDF directement via le site web d'AST juste après le webinaire ou d'ici demain. Oui, ce webinaire est enregistré, Madame Paulos. Donc, le webinaire sera également disponible en replay sur la chaîne YouTube d'AST67. Et pour les personnes qui se sont inscrites, vous recevrez directement un lien d'accès via la plateforme Livestorm. Donc du coup, nous allons commencer le webinaire. Donc je vais laisser les différentes personnes se présenter. Je vous propose du coup de commencer par vous, Madame Deloup, si vous voulez vous présenter rapidement avant de commencer. Et puis donc Madame Gétin, Monsieur Caglioli, pardon, et le docteur Berthaumieux et le docteur Weber. Mais on dira Daniel, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez dire aussi Sabine, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis Sabine Deloup, je suis responsable du pôle handicap maintien au Cap Emploi Alsace et je suis enchantée de pouvoir participer à ce webinaire avec vous. Merci. Moi, je suis docteur Berthaumieux, je suis médecin de santé au travail à l'AST 67 depuis fin 2023 et je suis ravie de pouvoir participer aussi. Je te présente. Vous pouvez y aller, Madame Gétin.
Bonjour à tous, Christine Gétin, fondatrice de l'association Hyper Super et directrice à présent. Voilà, je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux à vous intéresser au sujet. Très heureuse d'être là. Bonjour à tous. Mon nom est Daniel Cagliaroli. Je suis vice-président de l'association Hyper Super TDAH France et avant tout aussi papa d'un adolescent de 16 ans. Je suis très préoccupé par les trajectoires que ces jeunes peuvent et doivent prendre pour pouvoir atterrir le mieux possible dans le monde professionnel. Voilà. Donc, je suis là pour échanger sur ces thématiques. Merci. On peut commencer. Madame Gétin, du coup, c'est moi qui passerai les diapos pour vous. Ok, ça marche. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, je voulais vous parler un petit peu, vous présenter les activités de notre association. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'enjeux pour l'association, pour les personnes TDAH une fois à l'âge adulte dans le milieu du travail. Hein. Donc, les enjeux sont importants parce qu'il faut qu'ils puissent trouver leur place. Donc, notre association, elle a été fondée en 2002. Donc, elle a 22 ans à présent, donc ça fait un moment qu'on est là. Je les passe assez vite, les diapos, même très vite. Et donc, on regroupe aujourd'hui 5000 adhérents et 16 500 familles en tout depuis le début. Les 5000 adhérents qui ont cotisé en 2023. Faut aller très très vite en fait, c'est 3 diapos. Et nous sommes d'intérêt public, et ce qui implique qu'on a une gestion transparente, démocratique et avec une transparence de la comptabilité notamment et de toutes les actions que l'on fait quoi. Donc on a créé cette association au départ parce que ce qui a motivé les personnes qui ont fondé l'association, c'est la difficulté du parcours de soins. Et ce parcours de soins est vraiment encore aujourd'hui, malheureusement c'est encore vrai, un parcours du combattant, puisque il est très difficile de trouver des lieux de consultation, etc. Donc notre association, elle est là pour permettre aux personnes de comprendre mieux l'ensemble des troubles et de pouvoir agir, savoir ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Et bien entendu, pour les adultes aujourd'hui, ça va être de regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu de l'emploi pour éviter justement dans les trajectoires les écueils. Et à l'âge adulte, l'un des principaux écueils, c'est les addictions, les difficultés et les difficultés dans l'emploi, de se maintenir dans l'emploi. Donc nos missions, elles vont être de diffuser beaucoup de l'information, essentiellement. On a une formation actuellement qui s'adresse aux aidants et qui permet de mieux comprendre le trouble, donc comprendre toutes les facettes. Et elle s'adresse autant aux familles qu'aux adultes concernés ou même qu'aux proches, toutes les personnes qui sont en contact. Donc pour ça, nous avons à disposition un certain nombre de sites internet. On a le site généraliste, mais aussi 2 autres sites. Encore un site spécifique pour l'école, tdhecole.fr, et puis un documentaire pour les enfants TDAH où on les voit en classe. Et bientôt nous sommes en train de faire un nouveau documentaire qui lui va concerner les adultes. Donc ça, c'est le documentaire Plongeant nos troubles qui concerne les enfants TDAH. Et puis on a un certain nombre de brochures, de documentation que l'on produit, des brochures papier. Et ce qu'il y a sur les brochures papier n'est présent nulle part ailleurs dans les documents en ligne. Mais ça s'adresse selon les âges. Mais il y a TDAH et l'école, TDAH estime de soi. Mais on a le livret TDAH de l'enfant à l'âge adulte qui décrit le trouble pour autant les enfants que pour les adultes. Vraiment, il s'adresse à toute la population, tous les âges. Et ce livret vient juste d'être édité. Il est assez récent. Voilà, ça c'est la formation, je vous en ai déjà parlé. Voilà, il y a une inscription tous les mois et vous avez 3 mois pour faire cette formation qui comprend une 12aine d'heures. Donc, et le contenu est composé de 9 modules. Et il s'adresse vraiment aussi aux adultes TDAH. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. Suivante. Voilà. On a aussi
des bénévoles sur l'ensemble du territoire qui permettent de répondre au plus près du terrain et un certain nombre de bénévoles qui se spécialisent pour répondre aux demandes des adultes notamment. Et puis on a des groupes d'échange et de discussion, dont des groupes groupes entre pairs qui permettent de se soutenir, qui ont lieu 2 fois par semaine pour les adultes TDAH. Et puis un groupe sur Facebook qui permet des échanges. Et on s'appuie pour tout ce que l'on fait sur l'expertise de notre comité scientifique qui est très présent dans toutes nos actions. Et là, on prépare une journée notamment au ministère de la Santé le 12 juin, qui est organisée principalement par le comité scientifique. Et sinon, nous sommes présents au niveau du CNCPH. Le CNCPH, c'est le Conseil national consultatif pour les personnes handicapées, et ça permet de revoir avec ensemble toutes les personnes de tout handicap confondu, hein, de regarder les articles de loi et de faire en sorte que le handicap soit mieux pris en compte dans notre société. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. Et nous sommes aussi très impliqués au niveau de la haute autorité de santé en ce moment, notamment puisque des recommandations de bonnes pratiques sont en cours de rédaction pour les enfants, on est en train de finir pour les enfants et les adolescents, et bientôt va démarrer un groupe de travail pour des recommandations de bonnes pratiques chez l'adulte. Ça va commencer en septembre, les travaux. Donc ça, ce sont nos attentes un peu. On attend surtout une structuration de la filière de soins. Je vous disais, c'était une course d'obstacles pour les personnes pour trouver un diagnostic. C'est toujours vrai. Et il y a énormément de choses. Et ça va se faire avec la stratégie nationale sur les troubles du neurodéveloppement dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc ce Conseil national stratégique a un volet spécifique pour le TDAH pour améliorer le soin, mais aussi l'emploi, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont être au programme. Et on porte le plus possible la parole des patients. Et quand il y a des difficultés sur le terrain, je vois, là, on a eu ce début d'année beaucoup de difficultés avec les traitements. Et on porte cette parole. Et quand il y a des difficultés aussi dans l'insertion, que ce soit à l'école ou à l'emploi, c'est des choses sur lesquelles on interpellera les gouvernements. Je vais donner la parole à Daniel pour nous parler maintenant de l'emploi des personnes avec TDAH. Merci Christine. Donc je prends le relais. Alors, on voit cette photographie qui illustre une personne en train de travailler. Alors, il ne faudrait pas s'imaginer que les emplois qui concernent les personnes avec TDAH ne sont que des emplois de type manuel et pas des emplois de type intellectuel. Donc, il faut avoir présent à l'esprit que dans cette pathologie, on a toute une graduation de sévérité et probablement des possibilités qui sont différentes en fonction des niveaux d'atteinte. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, un travail en transversalité, beaucoup d'efforts ont été faits et bien sûr, on n'est pas encore arrivé au niveau que l'on souhaite en termes de repérage, diagnostic, accompagnement, traitement. Sur la population qui est ciblée au départ, c'est-à-dire la population des jeunes où se manifestent très tôt des comportements qui laissent à penser qu'il y a un trouble du neurodéveloppement et en l'occurrence un TDAH. Donc là, le paquet a été mis et il faut continuer à mettre le paquet dans un contexte où on a des difficultés d'accès aux praticiens. Mais ça ne suffit pas, il y a tout l'accompagnement après dans le cadre des apprentissages à l'école, au collège, au lycée et à l'université pour pouvoir atterrir sur une vie professionnelle et sociale qui est la plus inclusive et normalisante possible. Donc, si on fait un focus sur les difficultés au niveau de l'adulte, alors je ne voudrais pas oublier non plus dans le travail qui est fait par l'association, c'est tout l'accompagnement et les diagnostics tardifs, au fond, des adultes qui sont diagnostiqués tardivement et pour eux, c'est à la fois un choc et une révélation et un facteur d'explication, une difficulté qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie affective, sociale et professionnelle, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, un des écueils, c'est effectivement la capacité de pouvoir s'exprimer et d'avoir un comportement dans un entretien qui
qui n'est pas interprété négativement par l'interlocuteur, par le recruteur, puisqu'on a des problèmes d'attention. Ça peut se manifester aussi à un moment donné sur un entretien qui dure peut-être un peu plus longtemps que prévu, par un décrochage de l'attention. Et il y a aussi tout l'aspect stress avant l'entretien. Donc ça signifie qu'un accompagnement est vraiment nécessaire pour aider justement ces personnes adultes ou jeunes adultes qui doivent passer des entretiens. Alors dans les difficultés, évidemment, c'est la capacité à gérer de multitâches, alors que ce soit des tâches de planification, que ce soit des tâches liées au travail, donc la capacité de pouvoir organiser, planifier, et aussi être à l'écoute de façon continue dans une interaction, que ce soit avec un collaborateur ou avec la hiérarchie, de ne pas donner l'impression que l'on est ailleurs, alors qu'en réalité c'est un effet du TDAH, peut-être de donner l'impression qu'on est... alors, il y a à la fois une réalité de déconcentration, mais il y a aussi des recherches de concentration par des attitudes qui peuvent paraître déplacées, qui peuvent être par exemple de se toucher les doigts, de toucher un stylo, de se fixer. Par exemple, si je vous parle et que je regarde ailleurs, vous allez dire mais il n'est pas avec nous. Ben si, je suis avec vous parce que j'essaye de me fixer sur quelque chose pour rester concentré. Voilà, on peut passer à l'accompagnement à l'emploi. Bon, c'est ce que je viens de dire. Alors, si on va à la diapositive suivante, peut-être. Non, c'est fini. C'était la dernière. Ah oui, alors donc non. On peut rester sur la précédente. Non, ce que je voudrais dire, c'est que alors dans des grandes entreprises, il y a une prise de conscience qui se fait sur les différences cognitives, les capacités d'appréhension des problématiques différentes d'un individu à l'autre. Et ça, déjà, en dehors d'un champ pathologique, on va dire. Accepter la diversité cognitive. Et là, ça veut dire aussi, c'est la première porte d'entrée. Et bien sûr, derrière, le TDAH est identifié comme étant un symptôme, une pathologie, une expression qui conduit à des approches qui ne sont pas standards pour les gens qui ne connaissent pas ces profils. Donc les entreprises s'ouvrent à ces différences pour aussi mettre en place un management qui soit, et je vais en finir là parce que je sens que je prends beaucoup de temps, un management qui soit aussi plus tolérant, plus ouvert, plus créatif, plus innovant. Parce que dans les atouts des TDAH, c'est aussi le côté innovant, de par le fait qu'ils ont une vision des choses un peu différente, qu'ils abordent les raisonnements, qu'ils abordent les problématiques différemment. Et les grandes entreprises commencent à comprendre ce phénomène-là et font cette promotion de la différence. Donc pour moi, je vais conclure sur ce point-là. Au même titre que l'on demande aux entreprises d'être éco-responsables à travers les politiques de RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, c'est un absolu pour moi maintenant et une conviction qu'il faut intégrer ces différences cognitives et les efforts que les entreprises doivent faire pour inclure avec eux les personnes atteintes d'un TDAH et qui sont tout à fait capables, moyennant des aménagements, d'apporter leur contribution à la vie des entreprises et à la valorisation du travail des entreprises. Voilà. Merci de votre attention. Du coup, je prends le relais. Alors, en fait, tu peux passer la slide d'après, peut-être. Oui, voilà. Le Cap Emploi, c'est un service public de l'emploi et il est véritablement là pour accompagner à la fois les personnes et les employeurs, à la fois sur le champ de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi.
on a une logique d'intervention pour sécuriser un parcours professionnel et on va intervenir effectivement sur l'ensemble des différents types de handicap, dont les TDAH qui commencent chez nous, on commence à avoir effectivement quelques dossiers. Je rebondis parce que lorsque la personne est en recherche d'emploi, j'ai pas fini. L'objectif en fait des consultants qui interviennent sur ce champ, c'est bel et bien de travailler sur le projet professionnel et ou de formation de la personne, que ce projet soit compatible effectivement avec les répercussions du handicap et d'accompagner la personne en recherche d'emploi à identifier le bon emploi. Et pour ce faire, on va aussi l'accompagner dans la préparation à un entretien d'embauche, en prenant en compte en fait toutes ces particularités et en ayant vigilance qu'elle prenne effectivement l'attention de tout ça dans le cadre de son entretien. Ce qui est important aussi à savoir dans le cadre de la recherche d'emploi, c'est qu'on va assurer aussi avec l'employeur tout un travail sur l'intégration, à la fois au niveau du poste de travail, mais également du collectif. Alors, sur le champ du maintien dans l'emploi, le Cap Emploi va pouvoir intervenir aussi pour tous les salariés, les agents de la fonction publique et également des travailleurs indépendants. À partir du moment où il est constaté, en fait, par le médecin du travail, qu'il y a une inadéquation entre l'état de santé ou le handicap avec le poste de travail ou en tout cas l'activité professionnelle. Voilà. On est un expert sur le champ de la compensation du handicap et plus globalement, en fait, sur l'ensemble des dispositifs que nous pouvons mobiliser et qui seront financés par l'AGFIP ou le FIPHFP. À noter aussi qu'on ne se substitue pas en fait au dispositif du droit commun et on travaille en complémentarité avec les médecins du travail, la SPST, l'assurance maladie, France Travail et d'autres partenaires et acteurs du maintien dans l'emploi et de l'insertion professionnelle. Après, je voulais quand même vous expliquer aussi la méthodologie qu'on peut apporter dans le cadre du maintien dans l'emploi. Elle est importante parce qu'on va commencer par un diagnostic de situation, à la fois avec la personne et avec l'employeur. Et l'objectif finalement de ce diagnostic, c'est de bien comprendre la situation de la personne, de bien comprendre ses freins périphériques, la nature de son handicap, l'incidence aussi du handicap par rapport à son poste de travail ou son environnement de travail et son projet professionnel. Et on va faire la même démarche en fait avec l'employeur pour bien comprendre le contexte de l'entreprise, son organisation, ses contraintes, voir s'il y a des possibilités de maintien au poste de travail ou un potentiel de reclassement au sein de l'entreprise. Et cette étape-là, elle se réalise au travers d'entretiens, de réunions de concertation, d'études de poste. Et avec ces éléments et le croisement de l'ensemble de ces données et de leur analyse, on va co-construire avec les parties prenantes, donc le salarié, l'employeur et le médecin du travail, des pistes de solutions qu'on pourra compléter si nécessaire par des prestations ponctuelles spécifiques qui vont nous permettre d'appréhender en fait des éléments un petit peu plus fins sur la nature du handicap et surtout l'incidence de l'ensemble de ces éléments qui, dans l'exécution par exemple d'une tâche, sont particulièrement contraignantes. À l'issue de ce diagnostic, donc, il y a la co-construction de solutions et ensuite, il y a la mise en place effectivement de la solution qui aura été identifiée et validée via la mobilisation d'aides, de mesures financières et une coordination effectivement de l'ensemble des intervenants, prestataires, fournisseurs qui peuvent intervenir dans le cadre de la mise en place de la solution. Alors, à noter aussi que depuis cette année, le Cap Emploi, dans le cadre de son offre de service, a ce qu'on appelle une mission de veille, donc c'est un suivi dans l'emploi, et il va pouvoir en fait assurer un suivi dans l'emploi dont l'objectif est vraiment de s'assurer que il y a bien une pérennité du maintien dans l'emploi
et d'intervenir le plus tôt possible en fait pour lever éventuellement des freins qui seraient susceptibles de dégrader la situation. Donc, une détérioration du handicap ou de l'état de santé, une modification du contexte d'entreprise, une modification des tâches qui pourrait de nouveau enclencher peut-être ce risque d'incompatibilité entre le poste de travail et le handicap. Alors j'ai mis quelques dispositifs, mesures mobilisables, mais évidemment, j'ai pas mis tout le panel que peut proposer la GFIP et le FIPHFP. J'en ai ciblé 4. La première mesure à mobiliser, c'est effectivement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Celle-ci, elle est à formuler auprès de la MDPH et ce sera la CDAPH qui notifiera la décision qui constate ou non que la situation de santé risque d'entraver l'accès ou le maintien à l'emploi. Mais surtout, c'est un critère d'entrée au dispositif du Cap Emploi. Et cette reconnaissance, en fait, permettra d'activer l'ensemble des leviers qui sont proposés par la GFIP et le FIPHFP et pouvoir ainsi bénéficier des aides et des prestations dans le cadre de l'insertion, mais également du maintien dans l'emploi. Alors, bien que la démarche de RQTH soit personnelle, confidentielle, dans le cadre d'une démarche de maintien dans l'emploi, il sera nécessaire effectivement d'informer son employeur pour que celui-ci puisse également bénéficier des aides et prestations en faveur effectivement du maintien dans l'emploi. Il y a une mesure qu'on peut mobiliser qui s'appelle la prestation d'appui spécifique. Alors aujourd'hui, il y a eu un appel d'offres de la GFIP et du FIP. Seront connus d'ici quelques jours le prestataire qui sera retenu sur le champ des troubles du neurodéveloppement. Et on sera sur une équipe pluridisciplinaire composée de consultants experts médicaux, de neuropsychologues, de psychologues spécialisés et de consultants spécialisés dans l'insertion professionnelle. Et cette prestation peut être mobilisée en fait par le Cap Emploi lorsqu'il a besoin d'avoir des éléments de compréhension beaucoup plus fins sur la situation, sur les conséquences du handicap et de ses répercussions, sur l'adéquation entre la capacité de la personne et les gestes ou aptitudes ou tâches professionnelles qui sont attendues sur un métier, et une expertise beaucoup plus approfondie sur les conséquences en fait du handicap et la situation professionnelle d'emploi, jusqu'à pouvoir identifier en fait des solutions de compensation qui seront mises en œuvre. Concrètement, en fait, c'est quoi ? C'est un appui qui peut être demandé effectivement pour pouvoir savoir comment on va hiérarchiser les tâches, comment les séquencer, comment pouvoir donner des instructions courtes, claires et écrites, comment formaliser des outils, des tutos, comment appréhender la tâche, la diversifier dans l'organisation du travail, et quel comportement à adopter aussi de la part du manager, des collègues, du collectif de travail. Permettre aussi à la personne de s'approprier en fait les comportements professionnels attendus dans un cadre et un environnement professionnel. L'autre dispositif qui peut être mis en place, c'est tout simplement l'aide à l'aménagement des situations de travail, où là, dans une logique de stricte compensation du handicap, on peut solliciter le financement des aménagements techniques sur le poste de travail ou sur le poste en télétravail, mais également des aménagements humains de type auxiliariat professionnel ou tutorat. Alors, je vais très rapidement vous donner deux exemples avant de passer à la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Deux exemples. Donc, un salarié qui a un poste de développeur web, qui avait déjà bénéficié d'un aménagement des horaires. Donc, il travaille 50% en entreprise et 50% en télétravail.
et le salarié exprime le besoin en fait d'être en mouvement afin de réduire et de canaliser son hyperactivité. Il a besoin d'alterner les positions et ne peut rester statique toute la journée. Donc, en accord et après validation avec le médecin du travail, il a été préconisé, par exemple, l'équipement d'un bureau à hauteur variable sur site et en télétravail, avec mémorisation en fait des positions assises et des debout afin effectivement d'éviter une perte de concentration. Un tapis en fait de marche aussi positionné devant son bureau qui a également été validé, qui lui permet effectivement de pouvoir gérer et canaliser son hyperactivité. Et ce salarié travaillait en open space, donc il a été conseillé à l'entreprise plutôt de lui fournir un bureau seul avec un casque à réduction de bruit. J'ai un deuxième exemple, donc je me permets de lire parce qu'il est assez conséquent pour la situation donc d'un salarié qui a un poste d'ingénieur validation, qui est affecté en fait à un projet hybride dans un moment de désorganisation du service, mais qui convient parfaitement aux salariés dans la mesure où, disait-elle, elle était en mouvement. Au bout de 3 ans, le salarié est affecté à un projet et l'objectif, c'est de recentrer sa fonction d'ingénieur et lui permettre d'acquérir et de consolider des compétences nécessaires à son évolution professionnelle et aussi une reconnaissance de ses pairs. Et donc, dans le cadre de ces missions, le salarié est amené à effectuer des tests de validation, doit réaliser des tests de sécurité. Elle travaille en bout de chaîne et son environnement de travail est varié. De forts déplacements sont prévus. Elle travaille avec beaucoup d'interlocuteurs et son poste demande une bonne gestion du stress parce que c'est une activité à haute responsabilité avec des normes de sécurité importantes à appliquer et de la réactivité dans les situations d'urgence et une capacité d'analyse et des prises d'initiative indispensables. Voilà. Au niveau de la situation invalidante, le salarié souffre de troubles du plan neurodéveloppemental qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Et sa situation de handicap provoque un besoin accru de stimulation intellectuelle. Elle cherche constamment à s'occuper l'esprit, avoir diverses activités en simultané pour ne pas subir l'ennui. Elle déclare être en souffrance lorsque son cerveau est au repos, avec des troubles induits, des réactions physiologiques. Le constat de l'entreprise est que les consignes ne sont pas toutes comprises de la façon souhaitée par le N+1. La capacité de compréhension du salarié est d'une telle rapidité qu'elle en vient à sauter des étapes qui sont néanmoins cruciales pour à la fois consolider ses bases du métier d'ingénieur, mais aussi pour une potentielle évolution professionnelle. En outre, le point central de la situation du handicap se situe dans ses relations à la communication, la relation avec l'autre, car elle n'est pas toujours en mesure de contrôler ses flux de parole et ses maladresses font l'objet de malentendus, de quiproquos. Donc, le salarié ressent cette forme de rejet et cela le déstabilise au point de lui provoquer d'autres troubles et une grande fatigabilité. Il est tout de même à noter que le salarié entretient de bonnes relations avec certains de ses collègues, avec qui il nous fait part d'un climat de confiance. Voilà. Donc, l'objectif en fait de notre démarche et de notre intervention, pour lequel on est intervenu en entreprise sur différentes réunions avec une multitude de partenaires, dont des psychologues et évidemment le réseau du SPST, c'est de pouvoir effectivement garder et conserver son poste de travail et améliorer les relations avec ses collègues. Et son N+1, son objectif, c'est d'optimiser les compétences et d'instaurer un climat professionnel un petit peu plus avenant. Voilà. Donc, en fait, à partir de là, je vous la fais courte, mais il y a eu des propositions d'axes d'amélioration.
et notamment le fait de mener une action de sensibilisation à la fois auprès des managers, mais aussi et surtout des collègues de travail, afin de lever les incompréhensions, en expliquant aussi que cette action de sensibilisation serait réalisée par un tiers à l'entreprise. Et il a été aussi établi la nécessité de devoir reformuler les consignes, la méthode à l'oral et de les faire écrire, voilà, pour que ça soit quand même plus simple pour le salarié. Et il a été proposé de mettre en place en fait un tuteur, un binôme, pour lequel le salarié pourrait se retourner en cas de difficulté, une sorte de guidance. Il a été également évoqué un travail sur les habilités sociales et professionnelles, et ainsi la mise en œuvre d'un processus qui permettrait d'identifier en fait les différents scénarios possibles, des actions à mener et les interlocuteurs à mettre dans la boucle dans le cadre de son activité. Voilà. Et à ce jour, ce dossier, on est en train de travailler sur tout ça avec justement l'appui d'une prestation d'appui spécifique. J'aborde maintenant la reconnaissance de la lourdeur du handicap, pour vous dire effectivement que cette prestation peut être mobilisée lorsqu'il y a eu un aménagement optimal du poste de travail et que il reste en fait des charges pérennes. Cette aide-là permet en fait à l'employeur d'obtenir une aide financière, et donc qui permet effectivement de mobiliser en fait un tiers, un tuteur, qui pourrait accompagner le salarié dans la réalisation de sa tâche, un soutien dans la mise en œuvre des actions, dans la bonne compréhension des consignes orales, dans la planification, la priorisation des tâches, des temps de pause complémentaires. Enfin voilà, on peut effectivement accompagner l'entreprise dans l'analyse un petit peu de ce surcoût. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que la personne puisse rester sur son poste de travail. Voilà. Je vous remercie. Merci Madame Deloup. Je vais prendre la suite. Du coup, je vais juste redéfinir très rapidement un peu ce que c'est le TDAH. Je vais pas vous faire tout l'historique, mais je trouve ça intéressant de savoir que le TDAH avait fait beaucoup de chemin dans la classification des livres de psychiatrie. Il a été théorisé la première fois en 1894, on en parlait déjà, mais à l'époque, c'était sous le terme de instabilité mentale par Désiré Magloire-Bourneville, un psychiatre de l'époque, qui l'avait mis dans un traité sobrement intitulé Assistance, traitement et éducation des enfants idiots et dégénérés. Donc c'était classé dans ce genre de cercle. Aujourd'hui, c'est dans les troubles neurodéveloppementaux, ce qui est un peu plus proche, je pense, de la réalité. TDAH, c'est pour troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. On reviendra sur le déficitaire plus tard. Et il est classé dans les troubles neurodéveloppementaux seulement que depuis 2013, donc depuis très récemment. On compte à peu près 3 à 5% des personnes à l'âge adulte qui ont un TDAH, mais en sachant que ce chiffre est sans doute très largement sous-estimé en raison notamment du fait du parcours du combattant dont parlait Madame Christine Jettin tout à l'heure pour avoir accès à un diagnostic. Donc, il y a une triade de symptômes que tout le monde connaît déjà. Il y a l'hyperactivité qui peut être physique, psychique, verbale. Et le trouble de l'attention, donc c'est pas le mot déficitaire dans le TDAH est un peu injuste parce que c'est pas un déficit de l'attention. Réellement, on a toujours constamment en permanence son attention focalisée sur quelque chose. C'est plutôt un trouble de la régulation de l'attention au sens où on a du mal à réguler ce sur quoi on va porter notre attention. En l'occurrence, par exemple sur une tâche à faire, c'est une distractibilité en fait, plus qu'un déficit réellement, et de l'impulsivité, beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'autres symptômes. Il y a notamment les troubles du sommeil, il y a un décalage de phase, c'est des gens qui se couchent plus tard, se lèvent plus tard, ont du mal à dormir sur des horaires communs.
Il y a un trouble du traitement sensoriel. Les informations sensorielles sont mal filtrées. Donc, c'est des gens qui vont recevoir toutes les informations sensorielles au même plan, au même niveau. Les sons, les bruits, les odeurs, les stimuli visuels, les gens qui passent dans le couloir, quelqu'un dans le champ visuel périphérique qui bouge. Ça va participer d'une part à la distractibilité parce que comme c'est une information qui est pas filtrée, ça va attirer l'attention. Et d'autre part, ça peut être très vite agaçant, par exemple, de manger au restaurant, d'avoir plusieurs conversations qui se croisent autour et d'entendre les deux au même niveau. Il y a un trouble de la notion du temps qui est très abstraite et difficile à comprendre pour les gens qui ont une bonne notion du temps, mais très rapidement, le temps n'est pas vécu de manière linéaire. Par exemple, 20 minutes ou 30 ans, c'est des notions abstraites qu'on déborde flou. Il y a une bonne vision du temps immédiat, le ici et maintenant. Ça, j'arrive à le conceptualiser, mais le temps si on dit qu'un événement va se passer dans 5 jours, ça va être la même réponse au niveau cognitif et émotionnel que si on avait dit que l'événement allait se passer dans une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 30 ans. Parce qu'il y a une conception du présent et une conception du futur. Donc ça peut être source de beaucoup d'impatience, par exemple, et de frustration. Et aussi, il y a le trouble de la régulation émotionnelle. Les émotions vont être très fortes, très labiles, complètement disproportionnées par rapport aux stimuli qui les a engendrés. Et ça peut être source de problématiques sur le plan social, par exemple. Ensuite, on a les fonctions exécutives qui sont, elles, peu connues du grand public. C'est des fonctions cognitives qui ont été commencées à être théorisées il y a 10 ou 15 ans. Pour résumer, c'est toutes les fonctions cognitives supérieures qui permettent de initier une action, une tâche, continuer à se concentrer sur la tâche, terminer la tâche. Donc, c'est toutes les fonctions qui permettent de comprendre les consignes, retenir les consignes, hiérarchiser les tâches, savoir qu'est-ce que je dois faire, planifier, anticiper, initier la tâche. Débuter la tâche, avoir assez de motivation pour commencer quelque chose, rester focus sur la tâche, maintenir son attention sur la tâche en cours jusqu'à la fin. En général, elles sont un peu schématisées en 3 classes de fonctions exécutives. Il y a les notions d'inhibition déjà, inhibition des stimuli sensoriels annexes, pour ne pas être distrait, inhibition de l'état émotionnel, il s'est passé quelque chose, je suis très en colère, donc j'arrive pas à travailler sur ma tâche, mais j'arrive à inhiber, à réguler cette émotion-là. Donc j'arrive à travailler sur ma tâche. Inhibition des loisirs, j'ai pas envie de faire cette tâche-là, moi j'ai bien envie d'aller faire quelque chose ailleurs, mais j'arrive à inhiber mon envie pour me maintenir sur la tâche en cours. Il y a la mémoire de travail, c'est capacité de conceptualiser une tâche, de comprendre les consignes, de retenir les consignes et de pouvoir anticiper, planifier, savoir quoi faire dans quel ordre. La flexibilité mentale, c'est la capacité à changer de perspective spatialement ou de manière interpersonnelle. C'est pas la fonction exécutive qui est la plus atteinte dans le TDAH, c'est surtout les deux autres. Flexibilité mentale, c'est surtout chez les gens qui ont un trouble du spectre autistique, par exemple. Donc quand on a un TDAH, il y a plein d'informations, de trucs et astuces qui seraient peut-être un peu plus développées dans les plaquettes que j'ai produites, mais je donne déjà un peu des informations, notamment sur la hiérarchisation des tâches, qui est une des fonctions exécutives. Il y a souvent des problèmes de hiérarchisation des tâches, c'est des gens qui savent pas quoi faire dans quel ordre, qui sont bloqués du coup dans la paralysie du choix, ce qu'on appelle la paralysie du choix, et qui finalement actionnent rien du tout et ne commencent pas de tâches. Donc, pour ce faire, il y a un outil qui est très joli, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Systématiquement, quand on va donner une tâche à un salarié, sa mission, ça va être de la classer dans la matrice d'Eisenhower. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est pas urgent? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Donc, dans l'ordre, si c'est urgent et important, c'est une tâche à faire le jour même, à se noter pour le jour. Je sors pas du travail si j'ai pas fini cette tâche-là. Dans les urgents et pas important selon moi, pas important selon mes valeurs, selon le sens de mon travail, mais qui restent urgents et sans doute importants pour quelqu'un d'autre. Donc, ce seront des tâches à déléguer dans un monde idéal.
selon la matrice d'Eisenhower, ce sont des tâches à déléguer. Si c'est des tâches qui sont importantes, mais qui sont pas urgentes, qui sont pas forcément à faire pour le jour même, ce seront des tâches qui seront à programmer, à mettre à l'écrit dans un agenda. Pour ne pas par exemple, c'est une tâche qui dure 20 minutes ou 2 heures, qui est à faire pour max une semaine, il faut la programmer dans la semaine. C'est important que ce soit visualisé quelque part, qu'il y ait un créneau alloué à cette tâche-là en particulier. Et ensuite, dans les tâches non importantes et non urgentes, c'est les tâches à temporiser, à reconsidérer, à faire à la fin de la to-do list. D'ailleurs, en ce qui concerne la to-do list, c'est un outil qui est absolument indispensable pour, je pense, tout le monde, même ceux qui n'ont pas de TDAH. Mais quand on a un TDAH, c'est important de bien la faire. Notamment, il faut que ce soit un support unique. Ça peut être un cahier, un agenda, un papier, un tableur Excel, un Word. L'important, c'est qu'il soit unique et facilement accessible. Il faut qu'il soit organisé en fonction de la matrice d'Eisenhower, et il faut aussi créer idéalement un rituel de to-do list, parce que c'est très bien de créer une to-do list, mais si on la regarde jamais, on va jamais se souvenir de ce qu'il y a à faire. Donc, par exemple, mettre une alarme à 17h, un peu avant de partir du travail, pour regarder systématiquement la to-do list, réussir à anticiper ce qu'il y a à faire pour le lendemain. Est-ce que j'ai oublié des tâches à faire? Est-ce que j'ai fait? Est-ce que je peux partir? Ensuite, il y a des possibilités de limiter les distractions. Il y a les distractions internes, c'est ce qu'on appelle la tachypsychie, les pensées qui vont vite, qui sont incontrôlables. On pense à plein de trucs en même temps. Il y a un exercice, c'est un peu de la méditation pleine conscience, qui consiste à se fixer une tâche. Là, par exemple, je vais lire mes mails pendant 2 heures. C'est ma tâche, j'ai 2 heures, je vais lire mes mails. Donc ça, c'est l'objectif qui est clair, précis, c'est lire les mails, juste. Repérer la distraction. Quand on commence à penser à autre chose, tiens, et j'aimerais bien prendre un café, ou j'aimerais bien faire une autre tâche qui est plus plaisante, il faut que j'écrive une liste de courses. Il faut se dire stop, il faut reconnaître la distraction et se répéter son objectif. C'est un exercice qui est fastidieux au début, mais qui va permettre de pouvoir plus facilement à terme maintenir ses capacités attentionnelles sur la tâche en cours. Ensuite, il y a toute une notion d'amélioration de l'environnement de travail pour les distractions externes. Ce qu'avait expliqué tout à l'heure Madame Deloup, c'était très joli. L'open space, effectivement, c'est pas un milieu qui est idéal. Il vaut mieux privilégier un bureau seul, avec la porte qui donne pas sur le couloir, avec pas de bruit parasite, avec un casque à réduction de bruit, qui donne pas non plus sur une fenêtre avec beaucoup de choses qui bougent. Il faut limiter les distractions au maximum. Ça passe aussi par couper les notifications du téléphone et fermer sa boîte mail. Et avoir tout ce qui est nécessaire à proximité directe, de quoi boire, de quoi manger, de quoi les supports de travail, les informations, les livres dont j'aurai besoin pour faire la tâche. Parce que à partir du moment où on va devoir se lever pour aller chercher quelque chose dont on a besoin, c'est un chemin sur lequel il y aura tout plein de distractions qui vont empêcher les salariés de revenir sur la tâche en cours. Donc, contrôler l'environnement au mieux. Ça peut aussi passer par je l'ai pas mis dans le PPT, mais effectivement par les bureaux assis debout, par indispensablement les chaises à roulettes, ou avec un dossier qui est amovible. Enfin, toutes les petites choses qui permettent de limiter la tension liée à l'hyperactivité physique. Il y a des notions d'hygiène attentionnelle aussi qui peuvent être appliquées par absolument tout le monde. Ça passe déjà par désactiver toutes les notifications du téléphone, les bruits, les sons, les lumières. Ça permet de rester focalisé sur la tâche en cours et pas rajouter à la charge mentale, et rendre le téléphone moins appétant. Les deux solutions qui sont proposées le plus souvent, c'est soit de le passer en noir et blanc, soit de changer il y a plein d'applications qui existent maintenant, les icônes des applications, pour les rendre moins jolies et moins stimulante. Et il faudra du coup prévoir dans la journée un créneau alloué à la réponse aux mails, la réponse aux notifications, la réponse aux messages. Il faut que ce soit inscrit dans un temps avec une durée finie.
Ensuite, en ce qui concerne le collectif de travail, les collaborateurs, les managers, il y a aussi des choses à implémenter pour améliorer les conditions de travail des gens qui ont un TDAH, notamment éventuellement aménager le temps de travail, aménager les horaires, commencer plus tard, finir plus tard. Ce qu'on avait dit au début, il y a des gros troubles du sommeil qui font que c'est difficile de se coucher à une heure raisonnable, se lever à une heure raisonnable. On peut peut-être, si l'activité le permet, si c'est implémentable, décaler un peu plus vers le tard les horaires de travail, structurer des pauses, vérifier qu'ils soient prises parce que c'est des gens qui ont facilement tendance aussi à se surinvestir, facteur de risque de burn-out. Donc, structurer des pauses pendant les réunions, notamment vérifier que la pause repas soit prise aussi. Pour indication, en moyenne, chez les personnes neurotypiques, il y a 1h30 de temps capacité attentionnelle maximum. Après, passer 1h30 sur la même tâche, l'attention, elle fait que diminuer. Ensuite, on a soulager les fonctions exécutives quand on donne une tâche à faire par un salarié. Hiérarchiser les tâches pour le salarié. Tu dois faire ça en temps de temps, dans tel ordre, ça c'est urgent, ça c'est pas urgent. Scinder les tâches. Chez les personnes neurotypiques, quand on donne une tâche à faire, il y a un pic de dopamine en anticipant la récompense, finir la tâche, être gratifié. Et ce pic de dopamine là, il est pas fait chez les gens qui ont un TDAH, ce qui fait qu'il y a énormément de mal à se motiver pour initier une action. Scinder les grosses tâches en plein de petites sous-tâches, ça permet de virtuellement dédramatiser la masse de travail à faire, ce qui permet de motiver beaucoup plus facilement l'initiation de la tâche. Donner des dates butoirs précises et proches dans le temps. Je te donne une tâche, il faut que ce soit fait en 1 semaine, en 3 jours. Il faut que ce soit précis pour qu'il y ait une date butoir. Ça, c'est un pilier l'urgence, c'est un pilier motivationnel qui marche bien et on va y revenir plus tard. Proposer des supports visuels aussi. Il y a des troubles de la mémoire du travail. J'ai du mal à comprendre les consignes, j'ai du mal à retenir les consignes. Du coup, proposer aux salariés des supports visuels pour les tâches répétitives comme des espèces de checklists qui permettraient du coup de pas oublier de sous-tâches. Pour donner les consignes, ce dont avait déjà parlé Madame Deloup tout à l'heure, les consignes, ça doit être des consignes courtes, précises, à l'écrit toujours à cause du problème avec la mémoire de travail et l'inattention de toute façon. Faut vraiment donner uniquement les informations qui sont strictement nécessaires. Faire attention aux canaux de diffusion, privilégier un canal de diffusion unique, par exemple les mails, mais du coup éviter tous les mails pour info, les mails qui participent pas au travail propre, qui contiennent pas de consignes précises. Ensuite, on a les piliers motivationnels. Chez les gens neurotypiques, les piliers motivationnels, c'est on m'a demandé de le faire, donc il faut que je le fasse. J'anticipe la récompense, je sais que je vais être récompensée, donc je vais commencer la tâche. Chez les gens neurotypiques, chez les gens qui ont un TDAH, il y a un trouble dopaminergique, donc c'est des piliers qui marchent pas. Ce qui marche bien, c'est l'urgence. J'ai tant de temps pour faire la tâche, c'est maintenant ou jamais. Je sais que il faut que je le fasse maintenant, et du coup, j'arrive à me initier la tâche. Il y a le challenge aussi. Je sais pas à quel point ce sera implémentable chez les salariés, mais le challenge, ça marche bien. Je te mets au défi je suis sûre que tu seras capable de le faire en moins de temps ou mieux. Et la nouveauté. La répétition des tâches, ça lasse vite les salariés qui ont un TDAH, et du coup, de changer le contenu du travail. Proposer des formations, par exemple, ça peut être un pilier intéressant qui maintienne l'attention des salariés dans la tâche. Il y a l'écoute sans jugement, c'est un peu candide de le mettre, mais j'ai très souvent eu la question de la part de salariés que je voyais en consultation qui avaient un TDAH, qui me disaient, j'ose pas le dire à mon entourage, j'arrive pas à exprimer mes besoins, j'arrive pas à expliquer ce que j'arrive pas à faire, de par la crainte d'être jugé ou mal compris par le collectif, par l'employeur, par le manager. Donc, il faut, pour les gens qui ont un TDAH, pour absolument tout le monde, avoir une écoute sans jugement. J'ai entendu qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'on peut implémenter comme solution pour que les conditions de travail soient plus physiologiques? Pour finir,
Donc ça fait 130 ans qu'on s'attache à, dans la littérature scientifique, d'écrire ce qui va pas chez les gens qui ont un TDAH. Depuis une quinzaine d'années, il y a des jolies études scientifiques valides qu'on peut retrouver sur PubMed qui s'attachent à étudier comment ça fonctionne exactement, quelles sont les qualités qu'on peut rattacher aux gens qui ont un TDAH par rapport aux gens qui n'en ont pas. Il y a la créativité qui saute en premier. La plupart des études, elles parlent des capacités créatives. C'est des gens qui pensent très 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 vite, qui ont un réseau neuronal qui est différent des autres, qui ont une pensée en arborescence. Ça, c'est source de bonne créativité et c'est une compétence qui est sans doute capitalisable et qu'il faut savoir utiliser. Il y a des bonnes capacités d'entrepreneuriat. C'est des gens qui, s'ils fonctionnent, font des bons entrepreneurs, parce qu'ils savent gérer l'urgence, créer de la nouveauté, apporter des solutions à des problèmes qui peuvent être différents, auxquels on n'aurait pas pensé, et le travail dans l'urgence. Tout ça, ce sont des aspects qui sont positifs et qui n'appartiennent qu'aux personnes, plus aux personnes qui ont un TDAH que ceux qui n'ont pas. Donc, il faut savoir axer et utiliser ces compétences-là. Il y a une question qui revient souvent, c'est oui, mais maintenant on a tous un peu un TDAH. C'est pas vrai. Mais la question est légitime. D'une part parce qu'il y a effectivement depuis 10 ans une explosion exponentielle des demandes de diagnostic, ce qui fait que tous les psychiatres spécialisés dans le TDAH, notamment chez l'adulte, sont absolument complets. Il y a un très long temps d'attente, mais c'est des diagnostics de rattrapage en fait. Et aussi par ailleurs, il y a tout un contexte sociétal dû au téléphone, aux réseaux de communication, aux réseaux sociaux, d'hyperconnexion, d'offres et de la demande qui font que les capacités attentionnelles de tout le monde sont absolument saturées. Et du coup, il y a un peu un trouble de l'attention de manière systémique, mais ça va toucher juste les personnes qui ont ça va juste toucher les capacités attentionnelles. Il y aura pas de créativité, il y aura pas de trouble du sommeil, il y aura pas de personnalité particulière. C'est vraiment juste les capacités attentionnelles qui vont effectivement être mises à mal dans ce contexte-là d'hyperconnexion. Donc, pour finir, les conseils qui ont été présentés, en tout cas pour ma partie, ils seront jamais parfaits et toujours perfectibles. Ils seront pas applicables dans toutes les situations. Il y aura plein de choses qui seront pas implémentables, mais pour celles qui le sont, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont un TDAH et pour le collectif. Et il faut choisir un peu les supports, par exemple, notamment pour la to-do list. Tout le monde a une to-do list différente. Le mieux, c'est pas que ce soit figé, il faut que ce soit adapté à chaque fois pour les personnes. Donc aujourd'hui, depuis 2013 en tout cas, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est plus une instabilité mentale ou un trouble de comportement comme ça l'était jusqu'en 2012 dans le DSM-4. C'est un trouble neurodéveloppemental qui est inné, c'est une construction alternative du système nerveux central qui peut être très fonctionnelle pour autant qu'il y ait des implémentations du comportement de la part du salarié et du collectif de travail et qui peut présenter certains aspects positifs. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Est-ce que vous avez... On va peut-être passer aux questions maintenant. Alors, non, je vais pas activer le micro. Ouais, tu peux. Moi, je vais le remettre sur... Je vais arrêter le partage. Je vais partager ma caméra. Est-ce que je suis en ligne, Mélodie? Ouais. Voilà, donc je voulais simplement reprendre un petit peu les questions qui ont été posées dans le chat. Alors, qui défilent, hein, donc je crois qu'on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions. On a eu notamment énormément d'échanges sur des situations individuelles. L'objet de ce webinaire n'était absolument pas de régler des situations individuelles. Un des messages qu'on souhaitait passer, c'est effectivement TDAH et travail, que faire, et de rappeler le rôle du médecin du travail qui est quand même votre allié et
donc ce webinaire avait à la fois pour rôle d'informer nos partenaires de santé au travail, d'informer les services de santé au travail et d'informer les personnes atteintes de TDAH, parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal dans le chat, du fait que le médecin du travail est votre allié dans cette situation. On a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut que je dise ce que j'ai à mon médecin du travail? Oui. Vous ne pouvez pas obtenir un aménagement de poste en imaginant que le médecin du travail va deviner ce qui se passe ou en lui cachant des choses. Ensuite, il y a des questions sur « je n'ai pas envie de parler de ce trouble à mes collègues ». Eh bien, le médecin du travail, il est là pour ça. Et quelle que soit la pathologie, que ce soit le TDAH ou un cancer, on n'a pas forcément envie d'en parler à ses collègues et le médecin du travail est là pour faire cet intermédiaire. Et c'est notre métier, donc faites confiance au médecin du travail. On a eu énormément d'échanges, de choses qui ont défilé sur pour moi, tout cela ne marche pas. Je pense qu'il faut revoir les choses. On ne peut pas écarter d'emblée les propositions. Mais le but était vraiment de vous renvoyer vers le médecin du travail. Il y a eu des questions sur comment mettre en place les aides financières. Madame Deloup vous a parlé d'un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place avec l'aide de Cap Emploi, mais tout ça, c'est des partenaires à qui il faut faire confiance et avec lesquels il faut travailler pour ces questions d'insertion professionnelle. On a des questions sur les délais de prise en charge. Oui, on ne va pas résoudre, nous, aujourd'hui, la question de l'accès au système de santé en France, qui est un réel problème. Donc oui, c'est un souci, mais comme pour d'autres pathologies, le TDAH ne fait pas exception. Il y a des délais de diagnostic pour d'autres pathologies, malheureusement, on ne va pas refaire les choses. Alors, on n'arrivera vraiment pas à répondre à toutes les questions, on va les reprendre. Et puis oui, pour la question des délais, quand même, si je peux me permettre, oui. il y a actuellement une réflexion au niveau gouvernemental pour structurer la filière de soins. Donc, il y a un travail de fond qui est en train de se faire avec couplé un travail de formation. Donc, c'est quelque chose dont on pense que les choses peuvent un peu s'améliorer, bien que le contexte de démographie médicale, sur lequel on a quand même très peu de leviers, ne favorise pas la réduction des délais, même si on espère quand même voir plus de médecins s'intéresser à ce trouble à l'avenir. Et puis, notre association, depuis 20 ans qu'elle est là, eh bien, aide beaucoup de patients à se diriger vers des consultations et c'est où on peut trouver des gens. Voilà, c'est un travail que l'on fait depuis 20 ans. Donc, on sait où on peut, comment favoriser, améliorer le parcours au coup par coup. Mais ça reste très difficile parce que, de toute façon, comme le disait la personne qui intervenait là, on ne peut pas refaire l'état actuel tel qu'il est. Hein, on subit. Et dans toutes les pathologies, c'est vrai. Il n'y a pas que le TDAH. Ensuite, à toutes les questions, mais je veux un petit peu rassurer quand même sur le fait que les choses devraient s'améliorer à l'avenir. Je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Christine. En fait, l'adaptation dans le milieu du travail s'anticipe par une formation adéquate pendant tout le parcours scolaire. Tout se joue dans le parcours scolaire. Donc là, la difficulté, c'est que on doit traiter des adultes qui sont déjà dans le milieu professionnel, des adultes qui sont aux portes du milieu professionnel et préparer les jeunes à ce futur. Et il faut le faire avec l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, on a des progrès à faire. Plus tôt on anticipera tout ce qui a été dit par les interlocuteurs précédents, notamment le médecin, qui nous a présenté tous les aspects de difficultés organisationnelles, de représentation, de concentration. Ces aspects-là doivent être travaillés très tôt, très tôt à l'école et acceptés aussi par le milieu enseignant pour permettre aux jeunes justement d'apprendre à se connaître et à apprendre à gérer ses émotions, et ses difficultés. C'est important. Il faut avoir cette vision vraiment à toutes les étapes. Hein. Évidemment, il y a le diagnostic, le repérage, c'est majeur parce que sinon, on part de rien, on ne peut pas construire. Là, on parle des adultes à l'autre bout, mais entre les deux, il faut vraiment accompagner et plus que sensibiliser l'éducation nationale. Et là, il y a un gros travail à faire.
On est bien d'accord. Hein. Alors, moi, je reviens encore sur les questions qu'on défilait dans le chat. Il y a des questions d'employeurs ou de RH qui nous demandent comment faire. Ben, encore une fois, votre interlocuteur, c'est le médecin du travail. Il ne faut pas vouloir régler ça vous-même. Les questions, voilà, interrogez votre médecin du travail qui est là pour vous conseiller. Faites confiance aux partenaires qui sont là pour vous aider. Et que ce soit le TDAH ou une autre pathologie, votre interlocuteur, c'est le médecin du travail dans ces situations-là. Ouais, le médecin du travail est vraiment une personne ressource dans votre emploi et il faut vraiment pas le négliger. Et souvent, quand même, enfin, j'ai jamais entendu de personnes qui n'avaient pas été bien aidées par leur médecin du travail. Souvent la peur est plus forte que la réalité, elle est tout autre. C'est votre projection souvent qui vous fait craindre, mais voilà, mais les médecins du travail essayent vraiment à chaque fois, même s'ils sont pas suffisamment informés, ils vont chercher l'information quand ils l'ont pas. Enfin, quand ils sont confrontés à une difficulté, c'est vraiment leur démarche. Enfin, je pense que c'est un peu leur ADN de s'adapter et d'être là, présent pour leurs employés, quoi, et d'essayer de planifier les choses pour eux. Donc vraiment, ça doit pas être un frein. Enfin, vraiment, nous, on nous remonte souvent, on nous dit pas quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont pas, on nous les remonte. Sur la médecine du travail, on n'a pratiquement pas de remontée. Ce qui veut dire que les choses vont plutôt bien. Enfin, je veux dire, parce que, voilà, non, mais c'est vrai que nous, on est un peu en creux, quoi. On nous dit pas, quand les choses vont bien, les gens viennent pas trop vers nous. Mais souvent, les gens disent, ah, mais j'ose pas en parler. Et je sais ce qu'il en est, parce que moi, si j'ai fait cette association, c'est parce que j'ai un fils concerné. Mon fils est maintenant à un certain âge, c'est un adulte. Et lui non plus veut pas, alors ça me fait rire parce que lui veut pas tellement en parler à son travail, mais son médecin du travail a fini par lui en parler. Parce que bon, évidemment, son trouble, il se voit comme un nez au milieu de la figure, hein. C'est pas par hasard. Et puis il se trouve que son médecin du travail, je suis en contact avec cette personne déjà depuis quelque temps, parce qu'avant elle travaillait dans une autre entreprise, elle avait pris contact avec notre association, et puis depuis elle travaille dans la même entreprise. Mais ceci dit, mon fils ne souhaite pas trop que ses collaborateurs soient au courant, etc. Mais en réalité, tout le monde le sait. Parce que ça se voit, c'est un trouble, les gens le comprennent et il vaut beaucoup mieux arriver à implanter un dialogue, même si je sais que c'est pas simple comme démarche et qu'on a toujours l'impression qu'on va pas être justement compris. Ce qui est pas toujours faux, il y a toujours mais bon, à partir du moment où le dialogue s'instaure, je pense que des progrès sont possibles. Et puis c'est vrai que beaucoup de choses passent par le diagnostic, et dans le diagnostic et l'accompagnement des personnes, l'une des premières étapes de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation du patient, c'est-à-dire se connaître soi-même. Et ça, c'est l'un des points les plus importants. Voilà, donc c'est vrai que la psychoéducation, je reviens sur notre formation en ligne, elle y participe beaucoup. Elle contribue beaucoup à vous aider à faire ça. Si vous avez la psychoéducation, c'est pas juste à un moment au début du diagnostic où on vous explique. On est bien conscient que c'est quelque chose qui va avec le soin et sur lequel il faut sans arrêt revenir. C'est du multicouche. Donc le médecin du travail, il participe aussi à votre psychoéducation et lui dans un contexte qui est celui du travail, avec les contraintes de votre travail, de votre milieu de travail que lui connaît bien, et le contexte aussi de ce milieu avec vos collaborateurs. Donc il y a tout l'intérêt de travailler à chaque fois dans les milieux, que ce soit milieu scolaire, on a ce travail à faire un peu en équipe avec les différents interlocuteurs. C'est pas simple pour la personne qui est TDAH parce que bon, c'est pas forcément facile de franchir ces obstacles-là, il y a des appréhensions, il y a des peurs, il y a beaucoup de choses. Mais je laisse parler les autres. Merci Christine. Moi, je voudrais revenir sur la question qui est sous-jacente, hein, c'est à quel moment et à qui parler de son TDAH dans le milieu du travail, dans le domaine du travail. Là, il me semble qu'on a abordé le sujet pour les personnes qui sont en place et qui, à un moment donné, sentent qu'il faut vraiment l'exprimer, que ce soit pris en compte.
la question me paraît plus prégnante au moment de l'embauche. Et ça pose presque une question, j'allais dire légale, de dire ou de ne pas dire que l'on souffre d'un TDAH. Et ça pourrait être considéré, et nous on a vécu dans l'association, je laisserai éventuellement Christine rebondir là-dessus, sur l'accompagnement d'un jeune qui est en quatrième année d'école d'ingénieur, a rencontré des difficultés dans son stage, dans des stages où il devait faire de l'encadrement et où son comportement, son comportement, je sais qu'il faut utiliser le terme comportement par rapport au TDAH, mais en tout cas, la façon dont il était perçu était négative. Et donc, il a été amené à dire qu'il avait un TDAH pour expliquer. Et finalement, on lui a fait un procès en déloyauté. C'est-à-dire qu'il ne l'avait pas dit auparavant. Donc, je pense que ce parallèle peut être fait aussi au moment de l'embauche, et je voudrais ouvrir le débat sur ce sujet-là, parce que pour moi, il me semble que c'est un vrai débat. Voilà, donc je voudrais ouvrir le débat, si vous voulez l'alimenter. Je crois que malheureusement, on n'aura pas le temps d'ouvrir ce débat-là. Mais qui, alors, ne vous en déplaise, et le même débat pour d'autres maladies chroniques. Un jeune qui va avoir une CEP, qui va être élève ingénieur, qui va avoir, à cause de sa sclérose en plaques, régulièrement, peut-être des arrêts de travail, etc., risque d'être confronté à strictement les mêmes difficultés. Je crois que, en fait, il faut, pour le TDAH comme pour les autres pathologies, ne pas se centrer sur la pathologie, mais sur la nature de la pathologie, mais sur le contenu du poste, l'adéquation, les aménagements à mettre en place. Et sortir de cette espèce de certitude qui est que sous prétexte que c'est un TDAH, ça sera plus compliqué. C'est compliqué pour toutes les pathologies et il faut travailler de concert avec les professionnels qui sont là pour cette insertion professionnelle. Après, je vous rejoins, c'est évidemment bien plus difficile à l'embauche que pour quelqu'un qui est déjà en poste. Voilà. Alors, il y a peut-être une nuance, je ne suis pas spécialiste de la sclérose en plaques, il y a peut-être une nuance qui est la visibilité ou la non-visibilité du handicap. La sclérose en plaques est un handicap tout aussi invisible. C'est tout aussi invisible. Okay. Tout aussi invisible. J'ai pris cet exemple volontairement parce que je crois qu'il y a vraiment une analogie. Voilà. Donc, il faut recentrer les choses. Et je pense que notre rôle à nous, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est ce webinaire pour informer, parce qu'il faut vraiment en parler en entreprise. Il faut vraiment aussi, comme vous le dites, sensibiliser les collègues, le management, etc. À ce trouble. Mélodie Berthomieux avait fait un travail sur la connaissance des employeurs qui pensaient tout savoir du TDAH et qui, en réalité, on leur a fait un questionnaire, ne savent finalement pas tant, pas si bien que ça. Donc, on va continuer, nous, de notre côté, de faire sur notre site internet des publications sur ce thème-là pour informer les collectifs de travail, donner des pistes d'aménagement de poste. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler avec vous peut-être sur ce sujet. On a un congrès de santé au travail à Montpellier, un congrès national en juin, où on va présenter encore une fois les plaquettes qui sont sur le site internet. Vous avez dans le chat le lien, Mallory vous a mis à un endroit le lien vers les plaquettes qui sont vraiment très bien faites. Et voilà, je crois qu'il faut continuer d'informer, il faut continuer de travailler sur ce sujet. Je vous remercie aussi Madame Deloup qui est toujours présente avec nous sur ce type de pathologie et avec qui nous travaillons depuis des années, y compris sur d'autres troubles. Et je répète, je pense qu'il faut vraiment recentrer les choses en se disant on est sur une problématique au travail, comment est-ce qu'on essaye de régler cette problématique au travail et de mettre des aménagements de poste pertinents en place. Je crois qu'il y a des progrès à faire. Mais on y arrivera. Voilà. Voilà. Il y a une forte demande dans le TDAH. On a à peu près répondu parce qu'on ne peut pas répondre aux questions qui relèvent de questions individuelles. Il y avait une question, j'éteins sur est-ce que votre association propose des sensibilisations auprès des associations de parents d'élèves? Oui, on fait ça. Voilà. Donc, je pense que la personne qui a posé la question pourra rentrer en contact avec vous.
Il y avait beaucoup de questions aussi sur les traitements. Le sujet d'aujourd'hui n'était absolument pas de parler des traitements. Je crois qu'on n'a pas. Oui, j'ai vu ça passer, mais c'est vrai que c'est pas le sujet du jour. Mais n'hésitez pas. On est très impliqués sur les questions de traitement. N'hésitez pas à consulter notre site. Il y a des articles, il y a certain nombre de choses qui sont déjà en ligne, qui sont accessibles sur pas mal de questions. Et c'est vrai que la question de l'emploi et des aménagements de postes, etc., est une question qui est maintenant va passer un peu au premier plan dans nos préoccupations. Donc, sachez qu'on va poursuivre notre travail tout en continuant aussi. Et c'est pour ça que là, le 12 juin, notre journée où on a invité Madame Berthaumieux à venir parler des aménagements de travail, etc. Donc, on va continuer à faire des choses, quoi. Donc, pour conclure, une dernière question sur laquelle je vais laisser Mélodie répondre avant de conclure. Il y a eu plusieurs questions sur le burn-out et le TDAH. Alors, je te laisse répondre à ça. Oui, rapidement, il y a plusieurs éléments de réponse. Les gens qui ont un TDAH, c'est un peu comme des interrupteurs. C'est tout ou rien. Il n'y a pas de capacité de régulation. Même le terme TDAH, c'est un terme qui est pas très juste. C'est un peu maintenant parfois conceptualisé comme trouble de la régulation. C'est des gens qui déjà ont un trouble de la notion du temps, qui ont du mal à estimer le temps que pourrait prendre une tâche. Du coup, ont parfois l'impression que plein de petites tâches vont prendre très peu de temps, acceptent de se rendre disponibles pour plein de petites tâches parce qu'ils ont mal évalué le temps que ça pourrait prendre et ça finalement prend beaucoup de temps, mais ils ont dit oui, donc ils vont essayer de tout faire pour faire ça. Le burn-out, c'est un épuisement des ressources physiques, psychiques, émotionnelles. C'est des gens qui ont un trouble de la régulation émotionnelle, donc qui n'ont pas beaucoup de ressources émotionnelles, qui oublient de manger, sautent des repas, n'ont pas envie de faire à manger, mangent pas, donc qui n'ont pas de ressources physiques, avec beaucoup de troubles du sommeil et qu'on très peu de ressources en fait physiques déjà de base, et c'est pour ça que chez ces personnes-là, l'hygiène de vie est extrêmement importante. Et en ce qui concerne les ressources psychiques, c'est des gens qui sont souvent très sollicités, très distractibles, qui ont une charge mentale énorme. Il y a ces deux notions-là. C'est aussi des gens, moi il y a un terme anglais que j'aime beaucoup, c'est people pleaser, mais en français il n'y a pas d'équivalent, mais c'est une personnalité particulière qui est construite souvent quand on a des parents toxiques ou un trouble neurodéveloppemental, ou c'est chez des enfants qui sont un peu atypiques. Une construction de personnalité se crée. C'est des gens qui ont une estime de soi très basse, qui ont l'impression de n'avoir de valeur que dans l'approbation des autres. C'est une construction de personnalité qui est extrêmement répandue chez les gens qui ont un TDAH, qui ont une estime de soi basse, qui vont essayer coûte que coûte de répondre aux attentes des autres, qui mangent pas assez, dorment pas assez, font pas de pause, acceptent plein de projets alors qu'ils n'ont pas les ressources temporelles pour le faire, qui vont essayer coûte que coûte de faire ce qu'on leur a demandé de faire pour plaire, pour être validés auprès des autres, parce que l'estime de soi est basse, donc il faut la validation des autres. Par ailleurs, il y a un phénomène d'hyperfocus. Tout à l'heure, j'ai parlé de la régulation de l'attention. Il y a donc l'attention qui sera soit très disperse, soit au contraire, ce phénomène d'hyperfocus, je l'ai vu dans le chat, c'est des gens qui disent « Non, mais j'ai pas de TDAH, j'ai réussi à, pendant 8 heures d'affilée, sans boire, ni manger, ni dormir, ni faire pipi, ni prendre de pause, me concentrer sur une seule tâche. » Ça, c'est le phénomène d'hyperfocus. C'est un trou de la régulation de l'attention. C'est pas physiologique de rester 8 heures assis et de absorber énormément de connaissances ou de faire... c'est le phénomène d'hyperfocus, si j'ai réussi à le faire comprendre, c'est un phénomène qui va épuiser les ressources. Parce que c'est un temps au cours duquel on mange pas, on dort pas, on prend pas de pause, on est dans l'action. Il y a une dernière chose, le pilier motivationnel de l'urgence, c'est ici maintenant, c'est maintenant qu'il faut que je fasse la tâche qu'on m'a donnée à faire. Du coup, je vais pas dormir.
je vais pas dormir parce qu'il faut que je le rentre demain. Je vais pas partir du travail à 17h. Je vais travailler jusqu'à 9h et puis je vais rentrer chez moi. Je vais les enfants. Je vais continuer. C'est un phénomène qu'on voit, enfin, je m'excuse de vous couper, Mélodie, mais c'est un phénomène qu'on voit aussi avec des personnes. Je pense à une personne avec qui on travaille beaucoup, qui s'occupe d'une association d'autistes et qui le décrit très bien. Et elle dit, mais en fait, elle a une personne qui l'aide et qui lui rappelle qu'il faut qu'elle mange, qu'il faut qu'elle fasse ça. Parce que c'est malgré eux, c'est pas une volonté de rester sans faire, parce que après ils le payent. C'est coûteux de fonctionner comme ça et c'est assez pénible en fait à vivre. Et donc, c'est parfois à l'entourage, aux personnes autour et justement aux coéquipiers, s'il y en a un, de rappeler que là, hop, c'est le temps de faire la pause, etc. Enfin, et puis de lever le pied pour pouvoir s'auto-réguler parce qu'on n'y arrive pas. Donc, on a besoin des personnes extérieures. C'est tout. Je vais me permettre du coup juste de finir. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui font que il y a beaucoup de problématiques de burn-out chez les gens. C'est presque la norme en fait. Parcours professionnel des gens qui ont un TDAH, c'est du jump de travail en travail. Ils finissent par faire un burn-out et font un autre travail. Et effectivement, l'intervention du collectif. Et c'est là que ça serait important d'ouvrir le dialogue avec les collègues. Ce serait de dire, écoute, je vais oublier de manger, je vais oublier de prendre des pauses, je vais oublier de dormir. Est-ce que tu peux me le rappeler? Il faut juste que tu toques à ma porte, me rappeler que c'est l'heure d'aller manger, parce que ça peut favoriser des conditions de travail physiologiques. Voilà. Ouais, c'est tu as bon. répondu à la question. Et c'est effectivement, et c'est aussi du ressort de l'employeur. Je rappelle quand même les responsabilités de l'employeur en la matière. Voilà, donc on va conclure là parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Moi, je remercie Madame Deloup d'avoir participé à cette aventure qui répond toujours présente quand on a des aventures à lui proposer. Merci Madame Gétin. Et je vais dire Daniel parce que moi non plus, je n'arrive pas à retenir votre nom, je suis désolée. Merci à vous aussi pour votre disponibilité. J'espère qu'on pourra retravailler ensemble sur des sujets, sur ce même sujet et puis probablement dans la production de documents d'information et parce que on va continuer d'informer les entreprises, les employeurs, les RH, les collègues, etc. Tout est sur notre site internet. J'ai vu passer les adresses mail, les liens vers le site d'Hypersuper et vers le site du Cap Emploi. Vous allez recevoir un mail qui récapitule tous les liens vers tout ce qui a été dit, le chat, le replay, les plaquettes de présentation de Mélodie. Merci à tous. On est désolé de ne pas avoir répondu à toutes les attentes, mais vous imaginez bien qu'en 1h30, on n'allait pas régler les situations individuelles qui traînent pour certaines depuis 20-30 ans. Là, vraiment, franchement, ce n'était pas notre ambition aujourd'hui. C'est pas possible. Il n'était pas possible non plus qu'on règle la question de la démographie médicale, mais voilà, on espère qu'on aura fait avancer un petit peu le sujet. Merci à tous et voilà, bonne fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.